Bien, 19h10, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer parce que avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Joël Giraud qui va se présenter tout à l'heure. Tout à l'heure, effectivement. Je me présente, je suis Serge Balâtre. J'interviens au sein de Financia pour les M1 et les M2 en GP et j'interviens notamment sur les problématiques de blockchain et de crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je souhaiterais tout d'abord, pour mettre tout le monde à niveau, faire un tout petit rappel de ce que c'est que la blockchain. N'ayez crainte, ce n'est pas 15 heures de cours, hein. C'est ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que Bitcoin, les crypto-monnaies, etc. Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est? Pour être très rapide, c'est une technologie informatique qui fonctionne sans tiers de confiance. Mes étudiants, anciens étudiants et étudiants actuels doivent maintenant savoir ce que c'est. La première blockchain est arrivée et est née en 2008 avec le white paper de Bitcoin, la blockchain Bitcoin, qui a créé le jeton Bitcoin. Ensuite, vous avez eu l'avènement en 2014-2015 d'une nouvelle blockchain qui s'appelle Ethereum et qui a chamboulé le monde de cette technologie. Pourquoi? Parce que Ethereum a apporté les smart contracts. Les smart contracts, ce que j'ai l'habitude de dire dans mes cours, c'est comme la fonction Excel que tout le monde connaît, si, alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'apport de conditionnalité dans des contrats qui vont s'auto-exécuter. Et bien entendu, vous aviez cette blockchain qui a créé des smart contracts, mais vous avez d'autres blockchains qui aussi ont créé des smart contracts et qui ont créé aussi d'autres possibilités, des énergies moins importantes, une plus grande rapidité comme Tezos. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure je parle de Tezos. Et ensuite, nous avons comme terme que l'on doit expliciter avant de démarrer cette masterclass, c'est le terme d'ICO. ICO en anglais, c'est Initial Coin Offering. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer un jeton et de faire une levée de fonds sur la blockchain en émettant son propre jeton. Alors, ceci étant dit, j'ai pris 3 minutes déjà pour présenter les bases. Je vais laisser la parole à Joël Giraud pour qu'il se présente tout simplement et qu'il nous dise qui il est. Joël, la parole est à toi. Merci Serge. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Joël Giraud. Je suis le directeur général de la diversité du cinéma français, qui est une société de production audiovisuelle. J'ai 30 ans de finance classique à mon expérience, commencé dans des entreprises d'assurance, BNP Paribas Assurance pour ne pas la citer. Enfin, initialement, ça s'appelait Cardiff, ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et puis, plus récemment, Primonial, avant de changer d'activité en 2020. Et Primonial comme Cardiff, j'étais le patron des partenariats institutionnels à la fin de mon séjour dans ces grandes maisons. Voilà. Et donc aujourd'hui, je suis responsable du pôle financier de la DCF. Merci beaucoup, Joël. Alors, avant de commencer dans ce qu'est la DCF, ce qu'est une ICO et qu'est-ce que le Clapcoin que tu représentes et dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tout d'abord, bon, je me suis présenté en tant que professeur chez Financia ou en tout cas intervenant, mais je suis également advisor. Et Joël, qu'est-ce qu'un advisor? Alors oui, tu fais partie de ce groupe d'advisors de notre projet et donc tu es d'ailleurs à ce titre inscrit dans notre white paper, un peu épais chez nous puisqu'il fait plus de 86 pages. Et donc les advisors que nous avons choisis pour nous accompagner dans ce projet, ce sont des personnalités telles que toi qui, par leur background, sont en mesure de nous conseiller par rapport à la conduite du projet. C'est-à-dire qu'on ne lance pas une ICO ou même un projet de produits NFT d'une certaine dimension au travers de la blockchain sans se
au préalable, s'assurer d'un certain nombre de conseils auprès de professionnels qui sont en mesure de nous aiguiller dans nos choix stratégiques. C'est un lancement de projet, hein, il y a un peu d'AMO, de MOA et tout ce genre de choses. Et que donc, avant de lancer du développement, c'est important de savoir, on va réfléchir à ce qu'on appelle, peut-être que tu le décriras tout à l'heure, la tokenomics, c'est-à-dire comment on va bâtir l'équilibre économique de l'ICO, puisque c'est une levée de fonds, en définitive une ICO, mais c'est une levée de fonds qui génère un ensemble de droits additionnels supplémentaires et qui donne des prérogatives complémentaires. Et donc, comment on a envie de donner accès à ces prérogatives, selon quel cadre, selon quelle durée, dans quel contexte et en vertu de quelle finalité. Et tu fais partie d'un de nos conseils advisors pour la partie blockchain, mais nous avons également, parce que nous avons une activité de blockchain ancrée dans l'industrie du réel et l'industrie audiovisuelle en l'occurrence, des advisors dans notre équipe, dans votre équipe d'advisors d'ailleurs, je devrais dire, qui sont des gens vraiment spécialistes du droit de l'audiovisuel, du droit de la composition musicale, enfin de tout ce qui va être lié au droit du compositeur musical, parce que dans tous les films, il y a de la musique. Donc ça, c'est vraiment le cœur métier. Et puis après, ce sont vraiment les spécialistes juristes qui sont dans le lien entre l'univers de l'industrie du réel et l'univers du Web3, pour être plus large, puisque ça dépasse la stricte blockchain, mais bien tout l'univers du Web3. Effectivement, et quand tu parles de Web3, pour que tout le monde puisse comprendre, on va parler de métaverse à un moment donné, effectivement, et donc de NFT, de jetons non fongibles. Merci pour cette explication, Joël. Comme tu l'auras compris, je vais te poser plusieurs questions et libre à toi de répondre. Alors, si je comprends bien, la diversité du cinéma français est une société de production. Qu'est-ce qu'une société de production, déjà une société de production classique? Qu'est-ce que c'est, s'il te plaît? À quoi ça sert? Alors, une société de production, c'est… alors, je ne sais pas trop si nos étudiants sont trop au courant de comment fonctionne la fabrication d'un film, puisqu'en fait, on va employer une terminologie assez basique. Quand on voit un film qui est projeté au cinéma, qui est une série sur plateforme ou à la télévision, il y a eu tout un processus de fabrication de l'œuvre. Ce processus est assez long, hein. Il faut imaginer qu'il commence depuis un matin où quelqu'un a une idée dans sa salle de bain au réveil, et puis finalement, ça deviendra quelque chose qui sera vu par des spectateurs à un moment, et puis on espère qu'ils vont l'aimer. Donc, ce temps-là est un temps de création long. Je prendrais comme illustration peut-être une construction immobilière. Une construction immobilière, entre l'instant où je dis, tiens, j'ai vu un terrain constructible, j'y ferai bien quelque chose, et puis finalement, un jour, ça va devenir un bâtiment avec des locataires dedans. Il va s'écouler des années. Il va se passer plein de péripéties. Ben, un film, c'est la même chose. Et donc, qui est à la commande de ça? C'est-à-dire que il y a l'idée de la création artistique. Et donc, il y a dans le volet de la création audiovisuelle un pan artistique. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'artistique. L'artistique, ça va être les auteurs, l'auteur, les auteurs, auteurs, co-auteurs, script. Ça va être le réalisateur, ça va être après les comédiens, ça va être toutes les personnes qui vont intervenir et les techniciens liés à l'artistique. Donc, tout ça, ce sont des équipes assez denses. Mais il y a aussi tout un autre pan qui est le pan financier, qui sont toutes les équipes de la production. Les équipes de la production sont en charge de tout ce qui va être d'abord la structuration, l'organisation du projet de fabrication. On va parler de film, on va se concentrer sur le film peut-être ce soir, et donc qui auront cette particularité de définir un prix, à combien l'œuvre va-t-elle s'établir, comment est-ce qu'elle va se fabriquer, donc, et qui vont chercher l'argent. Parce que c'est le rôle du producteur d'aller chercher l'argent nécessaire et en adéquation avec les besoins artistiques pour que le film soit à la hauteur des attentes des spectateurs et du public. Et accessoirement, parce que c'est le producteur qui va mobiliser les moyens et les équipes financières de la société de production, qui est le propriétaire de l'œuvre. Alors, il y a des droits, hein, il y a toute une somme de droits échangés, et donc des cessions de droits. Un auteur va céder ses droits d'auteur par rapport à l'œuvre qu'il a créée pour que le producteur en soit titulaire et à partir de là puisse diriger les opérations de la production. Il y a toute une série de producteurs, le producteur de plein exercice, le producteur délégué, c'est celui qui est en charge d'une obligation de résultat, c'est que le film doit être tourné, et le producteur exécutif qui, lui, est mandaté par un producteur délégué pour matériellement réaliser le film.
Donc là, c'est voilà. Donc une répartition des tâches et des fonctions, et puis en fonction des spécialités, vous pouvez prendre un exécutif quand vous tournez à l'étranger, par exemple, qui a une compétence sur un pays étranger et qui donc sait comment on tourne dans ce pays-là et saura nous aiguiller pour les bons décors, les bonnes caméras, près de quel partenaire aller chercher de ça. Donc c'est ça un producteur déjà au démarrage. Et tous les producteurs font sensiblement le même métier. Donc, ils vont chercher de l'argent Oui. auprès d'investisseurs, de business angels, ou alors auprès de banques, auprès d'organismes Alors, spécifiques. Business Angels, ça, c'est plutôt la DCF qui va se rapprocher des Business Angels. C'est notre approche qui On est va peut-être en parler. un peu Ouais, oui. différente, je pense, parce que notre finalité, enfin, je vais l'expliquer tout à l'heure, mais notre propos est, enfin, notre propos, d'abord, c'est celui de Sarah Lelouch, mais ça, on expliquera pourquoi c'est celui de Sarah Lelouch et de Claude Lelouch. C'est de se préoccuper de lever les nouveaux talents, parce qu'il y avait un démarrage, un ancrage initial dans le projet qui était de dire, dans l'écosystème audiovisuel français, en définitive, c'est un peu toujours les mêmes qui tournent et c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit. Et quand il s'agit des auteurs, c'est un peu toujours les mêmes que l'on accepte, avec lesquels on contractualise, parce que comme ils ont fait des succès, on estime que le succès est perpétuel. Donc c'est un peu avancer en regardant dans notre rétroviseur et pas tellement en regardant devant soi. Et ça, ce n'est pas tellement une façon de révéler les jeunes talents. Et donc, en tout cas, c'est compliqué quand tu es un jeune talent, si jamais je n'ai pas de connaissances dans cet écosystème pour pouvoir avoir une chance d'émerger. Et donc, si on ne veut pas assassiner Mozart tous les matins en nous mettant des grands talents qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer, il faut véritablement trouver un moyen d'appréhender un petit peu différemment cette production audiovisuelle. Donc, ce que l'on fait nous comme approche, effectivement, c'est pas d'aller de manière. Alors, il y a l'approche classique de production où là, quand on produit un film, on dit le film fait, il fait 5 millions. Le niveau moyen d'un film, je ne sais pas si vous le savez les uns les autres, mais en France, c'est 3,4 millions. Ce n'est pas très élevé par rapport, si vous imaginez, d'autres pays, notamment les États-Unis. On est très en dessous du niveau moyen et vous avez plus 77% de films qui font de l'ordre de 1 million d'euros de frais de fabrication, ce qu'on appelle les frais de production. Donc ce n'est pas très élevé et ça ne fait pas nécessairement beaucoup de succès. Et puis, il y a quand même beaucoup de production en France. La France est un produit très prolifique en termes de propositions d'œuvres audiovisuelles, donc additionné à ce que l'on importe de films étrangers. Donc, il y a énormément d'œuvres qui arrivent. Mais dans le schéma français de financement de la production d'une œuvre qui a été identifié, on a un certain nombre d'aides qui nous sont attribuées par les organismes d'État, dont le CNC est certainement le plus connu, mais il faut additionner les régions. Aujourd'hui, il y a d'autres labels comme EcoProd qui viennent pour le tournage éco-responsable, qui devient une norme obligatoire d'ailleurs. Donc, ils peuvent aider et subventionner. Ça représente 6 à 8%. Parfois, ça peut représenter plus en fonction du budget du film, mais qui est du budget du tournage. Il y a ce que l'on appelle les aides par les Sofica, mais ça, elles sont assez marginales. Les Sofica, ça représente 83 millions de collectes, 73 millions pardon, de collectes annuelles. C'est plafonné, c'est un produit fiscal, donc il y a un plafond pour les Sofica. Et elles ont collecté 1,8 milliard depuis leur lancement en 1986. Donc, c'est vraiment un élément de rajout dans les financements. Et donc, c'est assez marginal dans la production audiovisuelle par rapport aux autres modes de financement. Et dans les gros modes de financement, il y a les exploitants, ceux qui sont à la distribution, donc la fin de chaîne, les salles de cinéma, on va dire, pour faire simple, qui, elles, vont être intéressées par des projets et donc vont vouloir l'avoir dans leur salle de cinéma et le projeter en priorité. Et donc, elles font des avances qui s'appellent des minimums garantis et qui donc sont des avances remboursables sur les recettes futures. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est un gros morceau du financement. Et puis voilà, donc, je le fais très court parce qu'on n'a pas le temps, mais ensuite, le producteur rajoute ce qui manque, qui est le reste à financer. Donc ça, c'est de la poche du producteur. D'accord, donc si je comprends bien, il y a tout un système qui existe déjà, qui est bien en place, qui, semble-t-il, fonctionne puisqu'on a encore des films. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ou dans votre tête pour dire, tiens, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cinéma français. Et d'abord, Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans le cinéma français? Alors ça, je ne me permettrai pas d'avoir… je vais donner notre analyse de pourquoi on a créé cette solution-là.
Aujourd'hui, c'est quoi le constat? Quand on a lancé la DCF en 2021, on avait ce plafond de verre dans le top 10 des films français vus en salle, hein, de 30%. En 2022, c'est 100% des films qui ont été vus par les Français en salle qui sont des films américains. Donc, il n'y a plus un film français dans le top 10 en 2022. Donc ça, c'est quelque chose, si on peut penser qu'il y a un problème, moi je le vois là, c'est qu'on est la patrie des Frères Lumière, on a créé le cinéma en 1895 en France, et c'est un petit peu dommage qu'aujourd'hui le cinéma français ne soit pas regardé par les Français majoritairement, mais vu par d'autres peut-être, et en tout cas que les films qui sont vus majoritairement chez nous, ce sont des films pour l'instant américains, en tout cas étrangers, on va dire. Et si on interroge les gens qui vont voir les films, bah, ils vont les voir parce que à 12 euros le billet, bien souvent, on n'a pas envie de prendre le risque d'être complètement désappointé parce que l'on va voir, c'est-à-dire prendre le risque de voir un film pour voir un film, c'est plus trop dans la tendance. Donc, les gens, bah, quitte à payer cher, ils préfèrent savoir un peu ce qu'ils vont voir et donc ils vont acheter un produit connu. Voilà, donc ça s'entend très très bien. Il y a eu des effets liés à la pandémie, ça on ne va pas se voiler la face, mais ça n'a pas d'impact en tout cas sur la nature des films qui sont vus. Donc on s'est dit, il y a quand même un problème au démarrage, c'est qu'il y a une rupture aujourd'hui entre ce qui est la proposition audiovisuelle qui est montrée aux gens et leur envie de cinéma. Donc, il est urgent de reposer la question aux vrais gens, aux vrais spectateurs, ceux qui sont prêts à dépenser des sous, leur argent, et qui n'auront d'autre retour sur investissement que le fait d'avoir aimé ou pas aimé ce qu'on leur a montré. C'est ça leur seule récompense. Et on s'est dit aujourd'hui, alors là, on a affaire à une auditoire très très jeune, mais quand j'étais étudiant, et un paquet de temps, nous, on s'arrachait Ciné Live ou Première pour être informé de ce qui étaient des magazines qui n'existent plus, hein, pour essayer de savoir ce qui allait sortir un jour en salle ou qui était en fabrication à ce moment-là. Et on palpitait avec l'espoir que ces films sortiraient, qu'on les verrait. Et puis, on les attendait avec impatience. Et puis, s'il y avait un film de Godard qui sortait, la moitié de la France s'engueulait avec l'autre moitié de la France à propos des films de Godard, sachant qu'ils n'iraient certainement pas le voir pour la moitié de la France, c'est sûr, mais tout le monde avait un peu un point de vue. Il y avait, chez les Français, une espèce de passion du cinéma. Or, cette passion du cinéma, elle n'est pas disparue, mais elle s'est quand même fortement atténuée par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. Donc, bah, si elle s'est atténuée, c'est peut-être nous qui l'avons tuée, hein. Je veux dire, cette profession, collectivement, c'est peut-être un peu tournée autour d'elle-même et dans une envie de proposer souvent des films d'auteur qui sont aidés d'ailleurs à la création, avec une dévalorisation du film grand public, une dévalorisation de point de vue, d'opinion, hein, qui fait que bah, aujourd'hui, c'est dur d'assumer un succès populaire. On a l'impression que ce n'est pas très bien, alors qu'en fait, il n'y a rien de plus beau qu'un succès populaire, je crois, et que s'il y a le public qui est venu voir un film, c'est qu'il correspondait à une attente du spectateur et que donc, il faut surtout se préoccuper de faire aussi des films grand public parce que c'est ça qui ramènera les gens en salle ou qui les amènera à regarder sur les plateformes les films qu'on produit, nous. Et néanmoins, ce n'est pas parce qu'un film est populaire qu'il n'est pas de qualité. Et que donc, on ne peut pas fabriquer de la qualité dans le populaire. Ce n'est pas antinomique. Donc, nous nous sommes dit, il faut retourner la table de la réflexion, de la sélection audiovisuelle et de la recherche des nouveaux talents. Et d'abord, il faut donner la parole aux nouveaux talents pour arrêter peut-être d'être dans cette routine qui fait que on voit un peu toujours les mêmes qui reviennent et donc à force de revoir les mêmes, est-ce que les gens ont envie de revoir les mêmes pour entendre rejouer la même chose filmée dans un autre contexte, mais c'est toujours la même histoire. Ça, je ne suis pas sûr que ça motive beaucoup les gens et de payer pour ça. Et puis aussi, il y a la réalité de voir que les croissances des plateformes aujourd'hui sont quand même significatives, notables, et que donc on a subi l'année dernière la pire année depuis 40 ans dans les salles de cinéma. Donc c'est quand même assez sévère, c'est assez sérieux. Et on a pour autant un taux de croissance sur des plateformes américaines, là encore, qui est significatif, qui ne cesse de croître, alors qu'il y a de plus en plus d'offres sur les plateformes. Donc, ça veut bien dire qu'il faut aujourd'hui repenser autrement notre proposition de production audiovisuelle afin de coïncider davantage avec ce que les gens ont envie de voir. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait réfléchir à d'autres outils, d'autres systèmes et d'autres méthodes.
Et la première méthode que l'on a eu envie de mettre en avant, c'est Claude Lelouch, qui est notre parrain, qui en parlait avec sa fille, Sarah Lelouch, qui est notre présidente, qui disait il faut demander son avis au public. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut demander l'avis au public au démarrage? Et donc, il nous fallait un outil qui le permette. Or, on s'est rendu compte que dans les tokens, il y a un certain nombre de droits attachés dans l'univers de la blockchain qui permettent aux personnes qui sont détenteurs de ces tokens d'exprimer un point de vue. Les tokens de gouvernance, c'est ça? Alors, oui, ça revient à un token de gouvernance. Voilà, je ne voulais pas rentrer dans les détails parce que je ne sais pas quels sont les niveaux de connaissance du sujet, mais donc, par rapport à cela, on s'est dit il faut fabriquer une solution avec des tokens de gouvernance qui donneront des droits. Alors, des droits et des avantages d'ailleurs. Les premiers, ce qu'on va appeler des récompenses, des rewards, c'est souvent en anglais, hein, ça s'exprime beaucoup en anglais dans cet univers. Et donc, toutes sortes de récompenses qui permettent aux gens de se dire tiens, si j'exprime mon avis, en plus, je vais gagner quelque chose. Alors, quelque chose qui est lié au film et au cinéma, hein, soyons bien clairs. Nous, on ne sait faire que du cinéma, on ne fait que du cinéma ou des films ou des séries, mais donc, on va se polariser là-dessus. Et donc, on s'est dit, faisons tout un protocole, donc une fameuse tokenomics, où les uns les autres, en fonction de leur mesure d'investissement, de toute façon, même si je ne mets que 1 euro, alors nous, à partir de 1 euro, on peut avoir un point de vue chez nous, exprimer sa voix fort et vif. Et donc, je peux exprimer ma voix d'une part, et puis d'autre part, je récolte les revenus de mon investissement. Alors, bon, on va rentrer peut-être un peu dans les détails tout à l'heure, mais nous avons édité un stablecoin qui s'appelle le Clapcoin. Donc, on ne devient pas riche pardon, avec un stablecoin, hein, ce n'est pas le propos. Et les rendements qu'on compte servir sur notre stablecoin sont des rendements de l'ordre de 5% annuels sur 5 ans en moyenne. Donc, on ne rend pas les gens riches avec ça. Mais on a eu le sentiment par rapport aux personnes qui ont investi chez nous que leur envie était bel et bien une envie de soutenir les œuvres et en tout cas de pouvoir s'exprimer par rapport à ce qu'étaient les œuvres audiovisuelles. Et donc ça a été un des points forts de notre idée de dire passons par un token qui soit une cryptocurrency qu'on édite, qui devient un peu la monnaie du cinéma hein, et qui demain peut-être s'échangera dans cet écosystème de l'audiovisuel pour inciter les gens à s'intéresser à la création audiovisuelle. Et en parallèle de ça, donc on a créé une plateforme de levée de fonds qui est accessible à l'Université du cinéma français. En tout cas, clapcoin.fr, clapcoin.com, ça permet de lever des fonds. C'est encore ouvert jusqu'au 31 mars avant clôture. Voilà, définitive. Et donc, à partir de là, en parallèle, on a créé une autre plateforme, même si elles sont reliées entre elles, qui est une plateforme de dépôt d'appel à projet pour les nouveaux talents. Et donc, qui leur permet d'entrer en compétition pour proposer leurs œuvres. Et pour la sélection de ces œuvres, alors bien sûr, il y a un travail préalable, il y a des imposés sur la plateforme, donc on ne dépose pas comme ça les documents, mais c'est beaucoup plus simple que de demander une subvention au CNC, par exemple, ou de demander une subvention en région. Si on n'est pas un professionnel déjà dedans, ce n'est pas élémentaire de déposer un dossier au CNC. Il faut quand même avoir eu l'opportunité de se renseigner un petit peu et d'avoir été aidé pour déposer, et idéalement d'avoir un producteur. Là, ça permet à des gens qui n'ont pas de producteur associé, adossé à eux, de déposer leurs projets. Si leurs projets sont pertinents, on les aidera à les rendre efficaces au niveau de leur projet dans sa continuité. Et d'ailleurs, on n'a pas demandé de scénario, puisque les scénarios doivent venir après. Parce qu'on s'est polarisé sur quoi? On s'est polarisé sur une phase préalable de ce qu'est l'audiovisuel, la fabrication audiovisuelle, ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est la phase où entre ce matin, quand j'ai mon idée dans ma salle de bain en me rasant le matin, et l'instant où une œuvre va sortir, il va s'écouler du temps, ce temps de préparation qui va de l'idée au concept, au pitch, au synopsis. Le synopsis, c'est la narration résumée, au traitement, c'est la narration non dialoguée, et au script final en version définitive. Et avant d'avoir une version définitive, je peux vous dire qu'il y a pas mal d'échanges de versions. Et puis, il faut avoir une idée de casting idéal, et puis il faut avoir une idée d'ambiance artistique, donc un mood board, et penser à un réalisateur, si on n'est pas réalisateur soi-même. Donc, c'est beaucoup de choses de travail de développement. En fait, c'est la partie la plus longue, et c'est la partie qui est la moins bien rémunérée. Et on peut aussi se poser la question si le fait de ne pas rémunérer les gens pendant la phase qui est la plus longue, est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons pour lesquelles peut-être les œuvres sont déceptives et qu'on ne rencontre peut-être pas les œuvres qu'on mériterait de voir ou qu'on aurait le droit d'avoir envie de voir. Donc, rechercher de l'argent pour financer cette phase et permettre aux artistes sélectionnés de vivre de leur art et d'aller jusqu'au bout de leurs propositions artistiques, encadrées par des professionnels qui les accompagnent et qui les aident pour mener à bien leur projet, ça nous semblait une situation pertinente de le faire.
Et cette sélection, on l'a renforcée par un comité de sélection indépendant qui est avec une présidente. Alors, c'est une présidence tournante. Alors, chez nous, il s'est avéré, on nous a fait la remarque, c'était au CNC, on nous a fait la remarque, on a dit, tiens, vous êtes en parité parfaite chez nous. Alors, nous, on n'a pas fait de parité pour la parité. Il s'est avéré qu'effectivement, chez nous, les femmes sont souvent des fonctions de responsabilité ou de direction de présidence. Et donc, il y a autant de femmes que d'hommes. Bon, voilà, c'est comme ça, on est une entreprise où la parité s'exerce. Et pour le comité de sélection qui, lui, est indépendant, comme les advisors, vous êtes indépendants, hein, vous n'êtes pas des salariés de chez nous, hein, vous êtes libre d'être en désaccord, de critiquer ce qu'on fait, et vous le faites de temps en temps, Je d'ailleurs. peux le dire, j'ai rien touché Non, du tout. non, les advisors ne touchent rien, ils le font tout à fait bénévolement, et c'est très généreux de leur part. Et même chose pour le comité de sélection de la DCF. Et Julie Gaillet, qui le préside actuellement, elle est accompagnée d'un Kev Adams, d'un Fianso, enfin de gens comme ça, de Fred Musa, enfin de gens qui interviennent tous azimuts dans l'univers de l'audiovisuel et qui donc ont une vision très tournée grand public des œuvres et qui donc vont driver les jeunes talents pour que leurs œuvres, elles gardent cette volonté d'être des œuvres de grand public et qui collent aux attentes du grand public. Et donc là, le comité de sélection sur les deux, je vais arrondir à 250, ce sera plus simple. Il y en a eu 150 qui ont été rendus éligibles d'œuvres par rapport aux œuvres déposées sur le premier appel à projet de l'année dernière. Et donc, il y a eu 8 dossiers qui ont encore été en lice en présentation au comité de sélection pour finir et 2 ont été retenus. D'accord, alors si je peux me permettre, Joël, si je peux me permettre, pour résumer, il y a deux grandes familles en fait dans la DCF qui est la diversité du cinéma français. Un, c'est redonner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir aux gens pour décider si tel scénario peut être intéressant ou pas pour être filmé. Donc, qu'est-ce que veut la foule? En fait, je fais souvent un parallèle avec du crowdfunding, c'est le financement par la foule, parce que c'est la foule qui décide ce qu'elle veut voir, et c'est pas une obligation de voir un film drôle, un film tout le temps, comme tu disais, toujours le même style de film, avec des épées laser, ou alors des courses de moto, et des hommes très musclés. On tend, ou alors des super-héros, parce que c'est la mode des super-héros, on ne voit que des super-héros. Donc, c'est la foule qui va décider d'un côté, et d'un autre côté, vous avez une équipe qui va choisir, et en fonction de ce qu'elle reçoit comme projet, elle va décider de soutenir tel ou tel projet. Et je crois d'ailleurs que, étant donné qu'on parle de cinéma, il y a quelques petites vidéos que tu veux nous montrer. Oui, tout à fait. Et peut-être qu'on pourrait présenter une vidéo de ce que produit la DCF, parce que c'est pas inintéressant pour montrer un peu le style d'image qu'on aime bien. Donc là, dans ce petit, ça dure 1 minute, ce petit film, hein, on part de Watch Us à la DCF, vous allez voir, y compris du documentaire. Parfait. Donc, ça vous donne une petite idée d'image qu'on aime bien chez nous. Et d'ailleurs, vous avez vu quelques petits scoops là, parce que j'ai vu des images passer d'un des films, d'un des premiers films retenus par la DCF. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail, parce que effectivement, on a vu des films, on a vu des séries, des documentaires, et comment ça s'intègre au sein de la DCF? Et pour revenir à notre sujet principal, la blockchain, est-ce que ce sont des films ou des documentaires qui ont déjà été choisis par le public?
tu parlais de jetons de gouvernance, donc la Oui. possibilité de voter. Tu peux On l'a fait nous à deux expliquer? niveaux. Alors, parce que la DAO, on est en train de la choisir et de la fabriquer pour qu'elle soit la plus démocratique possible. C'est quand même un Alors, sujet DAO, c'est Decentralized autonomous Autonomous et organization. Organization. C'est ça, oui, merci. Et donc, en fait, c'est une communauté de vote à distance, on va dire, pour vraiment être très trivial, enfin, vraiment un résumé, mais on peut voter tous et où qu'on soit sur la planète, on peut voter dans la communauté auquel on appartient et donc exprimer ses avis. Et donc, cette DAO, on est en train de la fabriquer. On montrera tout à l'heure comment on a sélectionné un des projets en tenant compte de l'avis du public. C'est-à-dire que le comité de sélection avait donné un avis d'expert par rapport au premier projet qui a été retenu. Et pour trancher, on a demandé à un public à voter. Alors, pour le coup, sur Discord, je ne sais pas si les gens connaissent cette application, enfin sur Discord, et aussi en présentiel lors d'un événement à Montpellier l'automne dernier. Et donc, ça a été l'annonce officielle d'ailleurs pour l'artiste réalisatrice de son succès et de sa reconnaissance par le public de son projet. Donc, on montrera ça tout à l'heure peut-être, si on a le temps. Et donc, vraiment, notre idée, c'est de dire, quand on reçoit des projets, est-ce que vous entrez dans cette ligne éditoriale grand public et est-ce que vous êtes prêt à subir le regard du public? Est-ce que vous êtes prêt à vous frotter à ce regard? Parce qu'il y a un côté très rassurant quand au début, tiens, je suis financé pour la production et puis c'est un peu la chanson d'Aznavour, c'est le public qui n'avait rien compris. J'étais trop en avance pour mon temps, je ne sais pas. Et en fait non, le public n'a jamais tort, hein. Le seul qui n'a jamais tort, c'est le public, hein. Donc, par rapport à des artistes, ce qui nous semble important, c'est vraiment de les aider, de les accompagner en tenant compte de cet indicateur permanence que je vais appeler un baromètre de tendance, d'opinion, et qui est un baromètre de tendance perpétuelle, permanente. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que vous avez envie de voir des comédies en ce moment? Si l'on nous dit, on déteste les comédies, alors on a fait le test auprès des cryptoporteurs chez nous, la comédie est ressortie comme étant encore ce que les gens avaient le plus envie de voir avec le film d'action dans la foulée. Comédie, Alors, film. je me permets Joël, de te couper parce que c'est quand même très intéressant ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que vous avez une communauté comme tu le disais, de token holders, donc c'est-à-dire des gens qui ont acheté des jetons qui s'appellent le Clapcoin. Donc, vous avez leurs coordonnées ou comment vous faites pour communiquer Alors, avec ces gens-là? C'est via votre site internet? Comment ça via marche? le site internet, c'est-à-dire que nous, on a les coordonnées de tout le monde, donc on sollicite les Parce gens. que vous avez fait un KYC pour pouvoir Alors oui, alors les ça, accepter. on est un peu pénible, mais ça, 30 ans de finance, je suis désolé, on aura du mal à s'en affranchir. Donc, la KYC, c'est que nous avons une obligation, nous, de connaître nos clients et donc, know your customer. Et donc, du coup, on pose un certain nombre de questions au démarrage, c'est-à-dire que, alors, c'est des questions assez basiques, hein, mais pour s'assurer du domicile des gens, en tout cas, on demande un justificatif de domicile et on demande 2 justificatifs d'identité. Donc, sachant que même pour les gens qui déposent 1 € histoire de participer, ça fait un peu lourd comme exercice, mais néanmoins, on le fait. Et ça, c'est une chose à laquelle nous sommes extrêmement attachés parce que nous estimons obligatoire d'avoir une maîtrise des sous qui sont déposés chez nous. Et d'ailleurs, on a eu des cas d'homonymie où on a un service chez nous qui s'occupe de contrôler les dépôts, les déposants, et qui donc a creusé pour savoir s'il s'agissait de la même personne qui redéposait avec des adresses différentes, de comptes différents, des mêmes sommes, ou si c'était bien 2 personnes complètement distinctes. C'était complètement 2 personnes distinctes, mais on a creusé le sujet effectivement pour s'assurer de savoir qui venait déposer des sous chez nous. D'accord. Et une fois que ces gens ont déposé des sous chez vous, au travers du site internet, vous posez les questions. Est-ce que vous voulez voir de la comédie? Alors, Est-ce que vous voulez voir un film de... absolument. Alors, Oui. on a soit via les applications, et dans un premier temps, les gens qui sont connectés à nous, en fait, ce sont essentiellement des gens qui sont des porteurs, hein, on le sait bien, et donc qui sont sur des applications faciles et légères, ce qui nous permet d'avoir le retour rapidement, et notamment pour traiter les pourcentages.
on va fabriquer une application spécifique qu'on mettra en livrable d'ici la fin de l'année, mais on attend qu'elle soit la plus ergonomique possible. Donc là, on fait un petit travail de développement autour de ce sujet-là pour avoir un outil très simple. Les gens pourront, sur leur smartphone, ce qu'on a envie, c'est que ce soit sur smartphone, que les gens puissent sur smartphone cliquer en permanence et valider leur vote, leurs envies, ou parfois nous solliciter. Et aussi, il y a encore le mail qui fonctionne. On fait des retours de mail et des campagnes mail et on envoie des mails. Alors ça, c'est très Web 2, mais ça fonctionne aussi et ces dimensions Web 2 fonctionnent. Donc voilà. D'accord. J'ai une petite Euh, question. Comment oui, vous il y a avez... une question. Comment envisagez-vous de faire connaître cette démarche au public visé? Ah, alors, d'abord par des succès, parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'articles déjà dans cet univers. Et donc, je crois qu'on est à 200 articles de presse, des parutions télé, enfin, des passages à télévision, ce genre de choses, tout ça. Mais ça ne suffit pas pour se faire connaître. Donc, il y a un budget marketing qui est loin d'être ridicule quand on fait ce genre d'opération. C'est des budgets assez lourds. Mais en réalité, ce sont les premiers films qui vont parler pour nous le plus, et notamment par les communautés qu'ils vont fédérer. Je peux parler des deux premiers projets qui ont été retenus, ça sera sans doute peut-être plus évocateur. Tout à fait. Le premier film de Charlotte Gabris, je ne sais pas si vous connaissez Charlotte Gabris, qui est une jeune comédienne qui pour la première fois donc, sera réalisatrice et donc d'un long métrage. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a jamais vu Friends et le jour de son mariage, comme son mari est un fan de Friends et qu'il s'en rend compte, et ben, il dit non. Et donc, elle va devoir se battre pour récupérer son potentiel mari ce qui l'amènera à aller jusqu'à New York sur les lieux du tournage de la série et de faire des rencontres assez incroyables. Pour ceux qui sont amateurs de la série Friends, quelqu'un comme Maggie Wheeler, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est la comédienne qui disait Oh my God. Et donc Maggie Wheeler, apprenant que ce film allait exister, a accepté et souhaité être dans le long métrage. Donc, ça va avoir quel effet ça? Ça va avoir un effet au travers de la communauté qui est colossale. La communauté de Friends, c'est une communauté mondiale sur plusieurs continents. Et donc, ce film va faire du bruit. Et donc là, effectivement, ça va faire étoffer par le contenu et la communauté qu'il vise, cette communauté de fans, de passionnés, l'ADCF qui, elle, va flécher vers le site de l'ADCF tous les commentaires de cette communauté de passionnés. Et on échange avec les communautés de passionnés de Friends pour effectivement nous relayer par rapport à ça, ce qui va faire quand même beaucoup de monde, beaucoup de bruit autour de tout ça. Le deuxième film qui a été retenu, c'est un projet, donc ce sera une réalisation par Julien Seri, et un sportif et un combattant, et donc qui s'appelle Entre ses poings et qui est autour du MMA. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent le MMA. C'est quelque chose qui est en train de détrôner la boxe. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme d'un univers plutôt aisé et qui qui se trouve un peu chassée de son univers parce qu'elle a décidé de pratiquer le MMA et qui, en définitive, au travers du MMA, va rencontrer des gens qui seront peut-être plus proches de la vraie vie et qui vont lui permettre à elle peut-être de réussir sa vie. Et donc c'est un peu c'est un Rocky au féminin, c'est entre Million Dollar Babies et Rocky Balboa, quoi, au travers du MMA. Et c'est tellement un sujet qui a intéressé les gens du MMA qu'il y a un sujet blockchain autour du MMA. Je ne sais pas si tu le suis, Serge. Et donc, du coup, Non. là-dessus, cette communauté du MMA qui est très, très importante aujourd'hui et qui est là aussi et transfrontalière, dépasse les frontières de la France. Et donc, celle-ci souhaite soutenir ce projet et le soutient d'ores et déjà. Donc, en fait, ce sont alors, c'est lié aux thèmes qui ont été retenus. Les films n'ont pas été retenus pour ça, mais c'est lié à ces thèmes. Ces communautés vont participer de l'essor du projet. Mais tu parles là d'acteurs internationaux. Tu as même parlé d'une actrice qui était une des actrices phares de Friends. Oui, oui. C'est une production française, mais avec une équipe internationale. Ah oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, une grosse partie du film sera tournée à New York. Ce qui donne un côté assez sympa pour les investisseurs, c'est que un des premiers, même si je mets 1 euro, je participe à la loterie du tirage au sort pour participer à un tournage, être sur le plateau de tournage. Ça, c'est un gain. Il faut être tiré au sort, c'est comme le loto. Mais enfin, sur des petits groupes, c'est plus facile que sur des millions de joueurs du loto.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui potentiellement va partir peut-être 2 jours à New York pour être sur le plateau de tournage à New York de la série, du film. Donc, c'est assez sympa. Enfin, ça permet d'avoir ce genre de choses-là. C'est assez enthousiasmant. Donc là, on ne doute pas trop que les gens de Friends qui se diront qu'ils verront Maggie Wheeler et peut-être d'autres surprises sur le plateau de tournage à New York auront envie de jouer. Voilà. Donc ça, voilà, ça c'est un truc qui, je pense, en termes de rewards, parle bien plus que la question du rendement là, qui arrive derrière, qui est assez intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes, ce n'est pas le débat. Mais... On va peut-être parler du rendement. Après, je crois que tu as d'autres vidéos à voir parce que ce qui est intéressant dans les vidéos que tu voulais nous montrer, c'était notamment le gagnant. La votation, si on peut appeler ça comme ça, si on est Swift. Alors, avant de montrer le gagnant, peut-être, c'est présenter le comité de sélection et Oui, on répondra à la effectivement. question de Jean-Luc. Voilà, c'est Jean-Luc, sur le rendement et comment on calcule le rendement effectivement par rapport Parfait. au stablecoin. Alors, si on peut montrer la vidéo du comité de sélection. Il faut savoir déceler les envies, pour moi, en réalité. On n'est pas forcément sur un talent super abouti, sur un contenu super abouti, sur un truc super réfléchi ou super bien monté. Par contre, quand on sent l'envie d'un mec, on a envie de le suivre. Et peu importe d'ailleurs son âge, sa sensibilité artistique, il n'y a pas vraiment de secret pour repérer ces artistes. J'ai plus l'impression que c'est eux qui nous repèrent et qui nous sensibilisent à leur art plutôt que l'inverse. C'est un moment capital. C'est comme lorsqu'on construit un immeuble. Ce qui compte, ce sont les fondations. Les fondations, si les fondations sont réussies, on peut monter très haut. Ça permet de limiter les risques financiers et artistiques. Donc c'est un moment très très important et ce moment aujourd'hui est un peu sacrifié. Les gens partent trop vite sur une bonne idée comme ça, alors qu'une idée a besoin de beaucoup de travail. Les nouveaux financements, c'est hyper important. Et l'importance de financer dès le développement, parce qu'en réalité, l'idée pour moi, c'est comment permettre à des nouvelles écritures, des nouveaux auteurs d'émerger. La seule façon d'y arriver, c'est la diversité. Pour avoir cette diversité, il faut de l'indépendance, il faut de la liberté, il faut des nouveaux financements. Donc il fallait le Clubcoin. C'est vrai que j'avais une base une approche très limitée de crypto-monnaie. J'entends des références dans des morceaux de NFT, j'entends de la crypto, on parle de crypto-monnaie, machin, etc. dans certains textes. C'est la redistribution des cartes pour les artistes. Quand tu es artiste, tu crées ta communauté et ta communauté va te porter, va aussi t'apporter des choses. Tu as des ponts d'ailleurs entre communautés, mais plus tu es fort et plus tu es nombreux, plus tu avances et plus tu peux faire des choses ensemble. Voilà, il y avait un petit décalage, hein, semble-t-il. Oui, donc il y avait en tout cas, vous avez vu quelques membres du comité de sélection qui sont prêtés au jeu de questions-réponses. Alors, l'espérance de rendement, c'est ce que j'évoquais sur le Clubcoin, et on l'a estimé à 5% de rendement annuel sur une duration de 5 ans, qui est une espérance liée aux frais de fonctionnement d'une entreprise de production et donc la restitution qu'elle fait aux investisseurs. Et donc, ce n'est pas un objectif de rendre riches les gens. On est sur un stablecoin, hein, donc le stablecoin n'est pas un outil qui fait une hyper volatilité. Ce qui boostera, alors c'est comment on obtient ces 5%, c'est 90% de redistribution sur les recettes liées aux ventes des développements qui sont faits par la DCF. Ça, c'est un point de démarrage, en fait. Donc, il y a toujours un décalage, parce qu'il y a un temps de développement, ce qui fait que vous avez une courbe qui est une courbe au démarrage en creux, et puis elle monte assez vite. Et puis après, en fonction du stock d'œuvres à développer avec la première SEO, après, ça retombe comme ça. Donc, le pic, c'est le pic le plus fort, qui est au bout de l'exercice 3, qui fait que vous avez fait le gros de votre rendement d'un coup, en définitive. Mais ça fait une moyenne de 5 sur 5 ans. En revanche, ce sont des ventes, ce qu'on appellerait de l'upfront, ce sont des ventes immédiates qui rapportent de l'argent immédiatement. Mais la DCF est aussi producteur, c'est-à-dire qu'en tant que producteur, elle va encaisser des recettes dans le temps. Et donc, sur les recettes qu'elle encaisse dans le temps, elle sera amenée à reverser aux détenteurs de Clubcoin qui auront décidé de conserver leur Clubcoin dans le temps et les garder, eh bien de participer, de recevoir un bout des recettes de producteurs. Alors, ce que vous connaissez le mot anglais qui va s'appeler royalties, donc c'est du running. Et donc ça, en France, ça s'appelle des recettes nettes par producteur, enfin peu importe. Et donc là, oui, c'est une idée d'association de ceux qui ont contribué aux œuvres en soutenant le développement, de s'enrichir par de la redistribution complémentaire. Mais ça, en revanche, c'est quelque chose qu'on peut définir que quand
quand les films ont été exploités. Donc, il faut attendre la période d'exploitation qui, pour le premier film, c'est le cas Pavie Friends, donc on tourne en automne de cette année. Et donc, ce sera une sortie en salle en 2024. Et entre ces points, ça tournera en 2024, donc sortie 2025. Et tu évoquais les Donc, c'est business. du temps long. C'est du temps long, c'est un investissement de temps long. C'est comme de l'immobilier en fait, hein. L'immobilier d'investissement, au démarrage, je n'ai pas de retour sur mon investissement, mais c'est quand ça sort de terre que je commence à en avoir. Mais comme si dans ma copropriété, je commençais à toucher sur les appartements qui commencent à être livrés avant les autres, parce qu'on va continuer à livrer sur plus de lots, si j'ose dire. Et comme on lève de l'argent indépendamment de manière tout à fait classique, en complément de la levée par les cryptocurrencies, là, il y aura d'autres films qui vont être développés, ce qui permet effectivement d'enrichir l'intégralité de la communauté. D'accord, mais si j'ai bien compris le système, il y a 2 types de jetons, me semble-t-il. Oui. Et Alors, je ne suis pas rentré dans la complexité de ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir toucher ces revenus, il faut garder le nombre de jetons de gouvernance qu'on a appelés des luxe pour les identifier chez nous au Clapcoin et qui restent associés. C'est-à-dire qu'on a le droit à un certain nombre de luxe en fonction du nombre de Clapcoin qu'on détient. Et c'est l'association des deux qui permet d'avoir et les récompenses et d'avoir le droit de voter et d'avoir les revenus. Je pourrais décider de splitter les deux et de ne vendre que mes jetons de gouvernance qui seraient par essence plus volatiles. Et là, je pourrais chercher à effectivement faire un peu de profit autour de tout ça et dans le marché OTC, donc le gré à gré, on va dire, chercher à faire plus de sous dessus. Mais si après, je veux récupérer les récompenses et mes rendements, il faut que j'ai reconsolidé sur du stablecoin mes luxe. Sinon, je ne les aurais pas. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer peut-être dans la technique, mais enfin voilà, c'est un point important, effectivement. Tu as raison de le souligner, Serge. D'accord. Et donc, pour pouvoir, je reviens sur l'exemple du voyage à New York qui peut intéresser beaucoup de monde. J'ai besoin d'avoir du Clapcoin et du luxe, le jeton de gouvernance, ou alors uniquement du Clapcoin? Non, il faudra avoir des luxe associés. Si j'ai décidé de vendre mes luxe et garder que mes stablecoins, ben je me retrouve à avoir perdu mes avantages. J'ai toujours mon capital, mais je n'ai plus tous les avantages associés qui sont vraiment attachés au jeton de gouvernance. C'est-à-dire que, alors sans rentrer dans ces considérations-là, parce que c'est un peu plus sophistiqué que ça dans le tokenomics, mais on parle des utility tokens et des security tokens. Et donc, on sent très bien l'utility token inhérente au luxe. En revanche, pourquoi est-ce qu'il faut absolument un stable token qui soit ancré dans une parité avec, il est collatéralisé, comme on dit, à une monnaie fiat qui est l'euro, pour justement, comme on reste dans l'univers euro à ce stade, ne pas subir un effet indirect de destruction de valeur par un effet d'inflation, par exemple. Et donc, à ce niveau-là, ça nous permet de garantir que la somme collectée passe bien à la production audiovisuelle. Sinon, si je faisais qu'un jeton volatile, un pure utility avec de l'échange immédiat sur des plateformes d'échange, eh bien là, je prendrais le risque de ne plus disposer de suffisamment de valeur dans le cadre de mon transfert en euros pour pouvoir atteindre l'objectif. Et donc, du coup, j'aurais juste créé une monnaie volatile comme un Bitcoin, comme l'Ether, comme toutes ces monnaies crypto-monnaies ont leur utilité. Mais là, c'est une utilité de trading en définitive. Et là, le propos n'est pas un propos de trading sur le stable qui est bien affecté à l'économie réelle, la production audiovisuelle. D'accord. Je crois que tu as une autre vidéo, justement, parce qu'on a parlé de rendement, mais est-ce qu'on peut voir comment concrètement… Oui, alors sur quelque chose où la communauté avait dit qu'il voulait une comédie. Donc, c'est comédie qui était sortie. Voilà. Et donc, quand il s'agissait de choisir entre différentes choses, ça a été un choix de comédie. On a soumis aussi en direct, lors d'un événement qui était à Montpellier, alors à des gamers. Je ne sais pas si vous le savez au niveau des données chiffrées, mais l'univers du jeu aujourd'hui, ça fait partie de l'entertainment, du divertissement, de l'industrie du divertissement, le jeu. Le jeu, c'est x2 tout l'univers de la musique et tout l'univers de l'audiovisuel. Donc, c'est colossal. Et ce qui est intéressant, c'est que l'univers des gamers, donc ils sont très, très nombreux. Il y a un homme de 50 ans sur 2 sur la planète qui a joué à FIFA. Donc, c'est quand même significatif. Et donc, les gens qui sont dans le jeu ont tendance à considérer que les gens de l'audiovisuel et du cinéma en particulier sont assez snobs, que les étoiles sont impalpables et intouchables et que ces mondes n'ont rien à se dire. Et donc, il nous semblait intéressant
d'aller voir en physique, en présentiel, les gens, les spectateurs potentiels, les vrais gens et des gens qui ne vont plus au cinéma pour un paquet d'entre eux parce qu'ils vont faire un divertissement ailleurs et de leur proposer d'avoir un point de vue sur le film, le premier film qui sera retenu par la DCF. Et donc, le comité de sélection avait travaillé une présélection, on leur a pitché les films. Et donc là, on a un personnage que peut-être certains reconnaîtront qui anime la remise du prix, qui annonce qui va être le gagnant. Et c'est ce troisième petit bout de film. La qualité est très mauvaise, mais c'était dans un espace d'une arena autour du game. Et les gens votaient sur Discord également. Et donc, c'était assez sympathique comme climat en réalité. C'était toute la communauté en fait qui avait déjà acheté des jetons. La communauté avait voté, plus les gens qui étaient physiquement présents et qui ont pu se loguer sur Discord parce qu'on a demandé à des gamers donc, qui étaient présents là de réagir en direct, alors même s'ils n'étaient pas détenteurs de Clapcoin, mais parce qu'on voulait qu'ils se manifestent et ils se sont manifestés massivement pour avoir un point de vue sur le projet de film. Et ce que l'on voulait exprimer au travers de ça, c'est que quand on demande leur avis aux gens, eh bien, ils le donnent. D'accord. Et le film vainqueur est celle qui n'avait pas vu Friends. Parce que je crois qu'ils étaient concernés, le public. Ah, c'est toi? Mais oui. Félicitations, je suis trop content pour toi. C'est génial. Qui n'a pas vu Friends finalement? Merci beaucoup. Mais vraiment, vous, c'est juste la dose. Vous avez... Voilà, donc en fait, c'était Charlotte Gabris qui était là et qui était venue, et ce n'était pas monté à l'avance, et donc elle avait pitché son film avec un certain stress pour le coup devant le public, et donc elle a eu la nouvelle en direct que le public avait voté à 57% pour son film versus les autres comédies qui avaient été soumises. Donc, c'était très largement en tête. Pour un président qui serait élu, il serait très content d'avoir 56% des voix aujourd'hui sur l'ensemble des participants. Et donc, il y avait donc un taux de participation énorme. C'est-à-dire que la salle a participé à plus de 95% au vote. Donc, ça marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander aux gens ce qu'ils veulent voir, eh bien, les gens le disent. Et donc, du coup, d'où le fait qu'on a décidé de développer cette œuvre et qui aujourd'hui va très vite puisqu'on tourne. Ça, c'était en automne dernier. Et donc, un an seulement plus tard, pour un film, c'est très, très court. On va tourner à New York. D'accord, très bien. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions? On peut demander déjà s'il y a des questions. Vous voulez qu'on revienne sur certains points ou pas du tout? Vous pouvez écrire si vous êtes timide. Alors, je crois que les gens peuvent activer leur micro aussi, si j'ai bien compris, s'ils le souhaitent. OK. Pour ma part, c'était très clair et très intéressant. Super. Merci beaucoup. Joël, est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être Peut-être, parce que comme on est quand même de l'univers de la blockchain, et il y a une semaine, il y a 15 jours, il y avait un très bel événement de la blockchain à Paris. Je ne sais pas si dans notre honorable auditoire, les gens vont à ce genre d'événement. Et donc, on avait les très, très belles maisons de l'univers de la blockchain qui étaient présentes. C'était au Carreau du Temple, tous les ans, vers le printemps. Donc, je vous y invite, c'est gratuit, vous pouvez participer et vous voyez tous les gens qui sont là. Nous, on était avec nos partenaires qui nous soutiennent depuis le début, qui sont Exaion. Alors, Exaion, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la filiale blockchain et Web3 pour vraiment résumer leur travail, parce que c'est beaucoup plus large que ça, de EDF. Et donc, qui nous soutiennent vraiment depuis le début et qui ont rédigé nos smart contracts. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec cette équipe qui est une potentielle licorne française et qui est en tout cas une filiale hyper dynamique, start-up au sein d'un monstre qui est EDF, qui est énorme, qui est l'État. Donc voilà. Donc ça, c'est très agréable de travailler avec eux, des gens, des cerveaux brillants, jeunes, dynamiques. Enfin voilà, c'est d'un apport énorme. Et Tezos, qu'on avait choisi en accord avec Exaion, enfin en conseil, en concertation avec Exaion, et puis avec nos advisors également d'ailleurs, dont tu fais partie. Pourquoi? Parce que par rapport aux différentes blockchains et à la typologie de nos smart contracts, c'est celle qui est une approche la plus
très environnementale. On pourrait en débattre avec le deuxième layer aujourd'hui des terres, mais en tout cas, effectivement, en termes de, on propose par exemple à Bitcoin d'être chronophage en termes d'énergivore. Bon, n'importe quelle blockchain est moins énergivore que n'importe quelle banque, hein, que ce soit bien clair. Donc déjà, relativisons peut-être par rapport à cette problématique, mais en tout cas, il y a moyen aujourd'hui de choisir dans ces nouveaux outils des blockchains qui, elles, pour le coup, ont des méthodologies qui font qu'elles sont moins énergivores. Alors, sans rentrer dans les détails, on sait que vous avez peut-être entendu parler du minage. Le minage, c'est une façon, c'est une preuve de travail, on va dire, proof of work, qui permet de faire fonctionner la blockchain, voilà, pour ne pas rentrer encore dans le détail. Et puis donc, il y a d'autres moyens par la preuve d'enjeu. Et donc, c'est comme ça que fonctionne Tezos. Et là, effectivement, ce sont des mécanismes qui sont moins énergivores. Et donc du coup, oui, tout à fait. Tezos, c'est aussi un habitué des fan tokens, absolument. Et est-ce que ça a pesé dans la balance le choix, justement? Ça a pesé notamment par rapport c'est vrai, on ne va pas se voiler la face, les gens qui étaient déjà présents dessus, tu vois, dans l'univers de l'audiovisuel, il y a une maison qui est Logical Picture de Frédéric Fior qui était déjà là avant nous et qui était déjà chez Tezos, et évidemment ça compte. Tu avais Ubisoft qui était dedans, donc c'est pas rien. Tu as Dogami qui avait réussi une très belle opération avec eux et qui est toujours avec eux. Et alors là, c'est l'univers du NFT et du métaverse, hein, donc ça nous semblait tout à fait intéressant. Et donc, Tezos nous a vraiment, par sa jeunesse, par son dynamisme, rassuré sur son approche, notamment environnementale, et puis bien sûr, leurs compétences technologiques, ça, ils l'ont, il n'y a pas de débat. Et donc, c'est tout à fait apte à nous accueillir pour réaliser nos opérations. Et donc, on a vraiment apprécié de travailler avec eux. Et donc, on les voyait lors de cet événement, il y a 15 jours, au carreau du Temple. Et pour donner un ordre d'idée sur les entreprises un peu comme la nôtre, il y a un an, on était de l'ordre de 2000, il en est resté 45 cette année. Pour avoir une idée des proportions, puisque vous avez certainement entendu parler du Crypto Winter, qui est cet événement qui a commencé au printemps dernier, et donc peu de temps après le lancement de notre ICO, et qui dure indirectement par des effets de secousse encore, même si ça n'est pas l'univers seulement de la blockchain, mais quand dans la Silicon Valley, on a des banques qui tombent ensemble d'un coup, alors que potentiellement, ça touche aussi des entreprises du Web3 qui sont en train de se lancer ou des startups, ce n'est pas un très bon indicateur. Et on a FTX avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on a eu une année, feu la reine d'Angleterre, peut-être Annus Horribilis, mais en termes de macroéconomie du projet, c'est vrai que c'était quand même incroyablement compliqué cette année. Et donc, il fallait absolument tenir et résister. Et nous sommes des rares entités, je crois, enfin rares, oui, 45 sur 2000, oui, c'est rare. Donc, qui avons tenu. Je pense qu'on a tenu aussi parce que nous sommes une entreprise qui repose sur de la production de produits réels, hein, d'industrie. Donc, du coup, nous fabriquons des produits. Nous sommes un fabricant de produits. Et alors, les artistes seront peut-être un petit peu choqués par ce discours de financier, mais nous, on est là pour brand des produits avec de la marge et gagner de l'argent dessus. Donc l'œuvre, pour moi, au-delà du plaisir que je peux avoir à voir ces œuvres, mais c'est le pôle artistique chez nous qui s'en occupe, mais le but, c'est que ce soit rentable et profitable. Et donc, c'est vraiment notre obsession. C'est-à-dire que notre sélection aussi, c'est pourquoi on ne fait pas de film d'auteur. C'est que le film d'auteur peut être remarquable, brillantissime, mais il ne rencontrera pas le public. C'est très, très improbable qu'il rencontre le public. Or, on estime aujourd'hui que dans la maison Production France, c'est important de faire des œuvres à gros succès et que donc, il ne faut pas hésiter à chercher à faire des choses profitables. Et donc, on assume la recherche de profitabilité à plein. Et donc, cette profitabilité va se répercuter, bien entendu, dans les jetons. Jetons oui. Stables, donc oui, bien entendu. Oui. Et donc ça, c'est avec les exercices après le 31 décembre, on clôt et après, on fait les redistributions. Et bien entendu, ça fait partie des sources de profit. C'est ça d'ailleurs qui était intéressant, de rester investi dans le long terme. C'est des produits de long terme pour avoir le meilleur retour sur investissement. En termes de gestion de patrimoine, on dira que ce sont des produits de diversification de patrimoine. Je ne peux pas entendre quelqu'un qui mettrait tout son patrimoine, enfin après les gens font ce qu'ils veulent, mais même avec un hyper goût du risque, mettre tous ses sous dans un cryptoactif qui soit NFT, qui soit un outil du métaverse, qu'il soit
Une cryptocurrency, je pense que ce serait déraisonnable. En revanche, en complément de patrimoine, je pense que ce n'est pas inintéressant. Et puis, c'est aussi une façon de s'initier à ce qui est un mouvement inéluctable parce que la blockchain, elle est partout, elle va être de plus en plus partout. On parlait du CNC ou de la SACEM tout à l'heure. Ils créent leur blockchain, ne fût-ce que pour faire leur métier de répartiteur des droits, parce que c'est aussi leur métier, en tout cas de compilateur des droits des uns des autres. Et donc, c'est très important que on intègre tous que la blockchain va régir notre monde, même si en tant qu'utilisateur, le système sera de plus en plus ergonomique et qu'on sera dans la blockchain sans le savoir. Comme on ne le verra pas, comme les téléphones. Comme les téléphones, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais d'ailleurs, on n'a pas envie de le savoir, ou comme une aspirine, je n'ai pas envie de savoir quels sont les composants de mon aspirine. Je n'ai pas fait une formation de chimiste, mais je fais confiance au laboratoire qui fabrique les produits. Mais étant donné qu'on est là, on est au sein de Financial Business School, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus sur cette redistribution? Est-ce que ça va être en termes de tokens? Est-ce que ça va être… Alors, pour les investissements en tokens, bien sûr, c'est en termes de tokens, c'est-à-dire qu'on reverse en stablecoin et on reverse en clapcoin, c'est-à-dire que les gens sont enrichis en clapcoin. D'accord. Et donc, ça leur permet d'avoir plus de droits et donc, avec les clapcoins servis, plus de luxe, donc ils se retrouvent à avoir plus de récompenses. Mais on les paye en clapcoin. On a la capacité de faire de la réédition de clapcoin pour verser les droits des détenteurs de clapcoin. Donc, c'est un cercle virtueux, c'est-à-dire que si j'attends 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui serait à peu près le temps normal. Recommandé, c'est comme un produit financier, on a un temps de détention recommandé, là il est à 5 ans. Et donc, je vais donc recevoir des clapcoins. Donc, et après, j'en fais ce que je veux. Je peux les garder. Mais c'est ce que je veux dire. Les faire payer. C'est que je reçois des clapcoins, je reçois des luxes, et donc j'ai encore la possibilité, et même une possibilité plus importante, de faire partie de ce fameux tirage au sort de jetons utilitaires pour aller à New York, en Asie, ou rencontrer… Enfin, là où il y aura des films qui tourneront, enfin voilà, ou d'assister aux avant-premières, ou enfin peu importe, tous les avantages qui peuvent exister, ça évidemment. Et puis on peut rester, et puis il y aura des rééditions d'ICO quand le monde sera peut-être un peu plus détendu sur l'ICO et où nous, on prendra cette ICO pour ce qu'elle nous est utile, c'est-à-dire que les gens vont voir ce qu'on a fait de leurs sous, donc ils vont voir que leurs sous sert à faire des films et qu'on croise les doigts, ça devrait être des films à succès et donc profitables et rentables. Et à partir de là, ils pourront se dire, tiens, on viendra sur un nouveau tirage, si on appelait ça comme ça un tirage, une nouvelle levée de fonds au travers d'une ICO, et là, ils auront de nouveaux clapcoins qui seront de nouveau réédités à ce moment-là. Donc, voilà, nous, on a 10 tirages d'ICO qui sont prévus dans nos smart contracts que l'on peut faire. Donc, on a du temps devant nous. On les utilisera toutes ou pas, peu importe. Et puis, il y a aussi peut-être des projets qu'on fera au travers de crowdfunding sur certains projets. Peut-être qu'on le fera comme ça aussi, au travers du clapcoin. On pourra le faire en crowdfunding. Voilà, donc tout le spectre de… L'avantage de la blockchain, c'est qu'elle nous donne un champ de possibilités considérable. Et atteindre le plus de monde possible. Ah oui. Et puis surtout amener les gens à avoir envie de parler de cinéma. Même pour en dire du mal, ce n'est pas grave, parce que dire du mal, c'est déjà dire quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est, entre guillemets, faire du bruit, faites du bruit. Et là, si je veux investir, donc si j'ai bien compris, j'ai plus que 3 jours pour investir. Le scratch est à le 31 à minuit, oui. D'accord. Et donc, je vais sur ladcf.fr, je vais où? Alors, l'ADCF, on peut aller par l'ADCF, on peut aller par Clapcoin directement, investir dans l'ICO. Clapcoin, ça s'écrit avec un K, K-L-A-P-C-O-I-N, et .com.fr, voilà, et on peut investir tranquillement dans son Clapcoin. Il faut 2 justifs d'identité. Alors, un justif en cours d'identité valable, c'est un passeport ou une CNI, hein. Mais on prend, moi je l'ai fait, j'ai mis mon pass Navigo en deuxième parce que j'ai qu'un passeport, donc j'avais rien d'autre, donc j'ai mis mon pass Navigo et les gens de la compliance chez moi, ils ont certainement reconnu ma tête, mais ils ont accepté mon pass Navigo, voilà. Donc on demande en fait… voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut investir des 1 euro et des 1 euro, on rentre déjà dans le monde de la blockchain avec une adresse publique, une clé publique, une clé privée, et on va recevoir également… Absolument. Alors, donc, ce qu'on a fait, parce qu'on a eu beaucoup plus de passionnés du cinéma que de gens très à l'aise dans l'univers du Web3. Et donc, on a créé une clé publique avec je vais dire ça, un portefeuille collectif. Alors, un wallet, c'est un des termes. Et donc, c'est lorsque les gens vont vouloir utiliser leur Clapcoin et leur luxe et demander à avoir leur clé individuelle, leur wallet individuel,
qu'on les accompagne pour pouvoir le créer. Donc, on les accompagne pas à pas, hein, un à un, parce qu'en fait, on a vu que la plupart des gens, ce n'est pas ce qu'ils nous ont demandé. Ils nous ont demandé, mais nous, on vous fait confiance. Alors, c'est très sympa. Hein, nous, on est très fiers qu'on nous fasse confiance. Et puis, les gens ont majoritairement dit, bah, de toute façon, on a investi pour longtemps, donc 5 ans. Donc, c'est quand même long. Hein, 5 ans, c'est un investissement long terme financier. Donc, du coup, ils n'ont pas souhaité, pour la majorité d'entre eux, que l'on leur impose le wallet individuel. Donc, du coup, on laisse cette faculté et c'est les personnes qui voudront vraiment avoir leur crypto sur leur compte propre, sur leur clé Ledger, enfin via leur clé Ledger, etc., et qui voudront spiler avec et s'amuser avec, et bien ceux-là, on les accompagnera pour effectivement réaliser ce transfert. Et ça, on le fait avec Exaion et Tezos, bien entendu, pour accompagner le mieux les gens par rapport à l'usage personnel de leur cryptocurrency. D'accord, c'est très clair. Y a-t-il d'autres questions? Enfin, d'autres questions. Y a-t-il des questions? Je crois que pour clôturer, tu avais une dernière vidéo. Oui, alors en fait, ça dure quelques secondes. Il naît de sociétés de production dignes de ce nom que celles qui ont leur logo et leur présentation. Et donc, nos films qui sont traités sous forme de NFT chez nous, hein, pour des raisons purement juridiques et d'anticipation des évolutions blockchain de la production audiovisuelle, nos films sont traités en NFT. Mais à l'image, à l'écran, vous avez toujours quelque chose qui apparaît, qui est un logo sur celui de Netflix, vous le connaissez tous, Amazon Prime peut-être moins, mais Paramount, vous le connaissez, tous les Metro-Goldwyn, vous les connaissez. Et donc, pour clore, je trouvais pas mal de vous présenter le logo animé de la DCF, et donc qui accompagne toutes nos productions. Voilà, et avec le petit clap final de comme couper la bobine que vous présentez au cinéma. Bravo, bravo, bravo. Ben écoutez, si personne n'a de questions, on espère que vous êtes un petit peu plus au courant de ce que fait la DCF et notamment le lien entre le cinéma, la blockchain et les crypto-monnaies, puisqu'on en a quand même bien parlé. Merci, belle présentation. Merci beaucoup. Très honoré de pouvoir présenter notre projet à tous ces jeunes talents, voilà, et dans la finance, bien sûr, mais et ailleurs. Et puis voilà, et en tout cas, on répondra avec plaisir à vos questions. Et si vous en avez un petit mot à contact@adcf.com, on vous répondra avec grand plaisir. Alors, pas de questions de mon côté, mais je voulais simplement vous remercier, Monsieur Giraud. Vous avez parlé avec beaucoup de passion. Et pour une cinéphile, ça fait toujours plaisir. Donc, je voulais vous remercier pour cette heure passée ensemble. Merci. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. Merci, Joël, encore. À bientôt. Merci à tous. À bientôt et très bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, monsieur. Bonne soirée. Merci. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.